En 1905, le philosophe George Santayana a écrit, je cite, « Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter ». Maintenant, dans le cas de la Corée, nous pourrions bientôt avoir un exemple concret de cela. Pendant un peu plus de 3 ans, entre 1950 et 1953, la guerre de Corée a fait entre 3 et 5 millions de morts, dont plus de la moitié étaient des civils. Le conflit s'est achevé par un armistice sans traité de paix officiel. Il serait donc préférable de dire que la guerre a été provoquée plutôt que résolue. Aujourd'hui, il y a de réelles inquiétudes quant au fait que cette pause pourrait bientôt prendre fin. Ces dernières années, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est devenu de plus en plus belliqueux envers le Sud, menaçant, je cite, d'asséner un coup mortel pour les anéantir complètement en mobilisant tous les moyens et potentialités les plus puissants sans la moindre hésitation. Belliqueux, en effet. Certains voient en lui un petit homme fusé qui refait encore un caprice, tandis que d'autres redoutent une réelle déclaration d'intention. Et il n'y a pas que les Coréens qui devraient craindre le retour du conflit sur la péninsule. Je ne veux pas jouer les alarmistes, mais une seconde guerre de Corée serait potentiellement apocalyptique. Bien que les analystes aient plutôt des points de vue différents sur le comportement de Kim, il existe un large consensus sur le fait qu'une nouvelle guerre de Corée serait encore plus sanglante et destructrice que la première. Et vu comment 2026 se déroule jusqu'à présent, on ne serait pas surpris que le destin nous réserve un nouveau conflit sur notre grille de bingo. Un cauchemar d'une ampleur épique. Avant d'aborder ce qu'impliquerait une seconde guerre de Corée, il faut comprendre les facteurs qui pourraient en faire un conflit exceptionnellement sanglant. Un conflit si dévastateur qu'il ferait passer la guerre en Ukraine pour un pique-nique lors d'un après-midi chaud et ensoleillé. Avec la crainte d'une seconde guerre de Corée, partagée de part et d'autre de la ligne de démarcation militaire, ou LDM, les deux Corées ont rapidement étendu et perfectionné leurs capacités militaires dans la décennie qui a suivi l'armistice de 1953. En commençant par la menace venant du Nord, Kim Jong-un aime beaucoup se mettre en scène sur le plan militaire. Nous avons tous vu les troupes nord-coréennes défiler en parfaite synchronisation, suivies de puissantes machines de guerre transportant des ogives. C'est comme regarder l'Empire organiser un défilé militaire dans Star Wars. En ce qui concerne l'armée populaire de Corée, le programme d'armes nucléaires de Pyongyang est vraiment le joyau de la couronne. Le rapport 2025 du service de recherche du Congrès indique que la Corée du Nord a développé ses programmes nucléaires et balistiques ces 10 dernières années, accentuant la menace de Pyongyang sur le territoire américain, les alliés des États-Unis en Asie de l'Est et les intérêts américains. Aujourd'hui, malgré le fait que la communauté internationale ait utilisé tous les outils à sa disposition, allant de l'imposition de sanctions et de restrictions commerciales aux efforts diplomatiques et de dialogue, aucun progrès significatif n'a été réalisé vers la dénucléarisation de la Corée du Nord. Si vous espérez que la situation va s'améliorer prochainement, eh bien n'y comptez pas. La possibilité d'action militaire pour neutraliser la menace a disparu il y a des décennies, comme le souligne le rapport 2025 du renseignement américain. Je cite à nouveau, Kim n'a aucune intention de négocier l'abandon de ses programmes d'armes stratégiques qu'il considère comme une garantie de la sécurité du régime et de la fierté nationale. Les armes nucléaires sont là pour rester, mais la menace nucléaire s'intensifie aussi, ce qui est encore plus préoccupant. L'introduction d'une loi en septembre 2022 a abaissé le seuil pour que Pyongyang utilise des armes nucléaires dans certains scénarios, y compris une déclaration d'intention de lancer des frappes nucléaires préventives. Pire encore, l'arsenal nucléaire nord-coréen s'accroît alors que sa technologie de missiles balistiques se perfectionne. Bien que le pays n'ait jamais révélé le nombre d'ogives nucléaires en sa possession, on estime ce chiffre à environ 50. Celles-ci peuvent être lancées par des missiles balistiques à courte et moyenne portée visant la Corée du Sud et le Japon, des missiles intermédiaires atteignant les bases américaines en Asie-Pacifique, ainsi que des ICBM conçus pour menacer le territoire des États-Unis. Pyongyang a aussi accéléré le développement de son missile balistique à charge nucléaire lancé depuis un sous-marin, la série Pukgukseong. Le programme a progressé remarquablement vite, avec plusieurs essais réussis qui ont déjà été menés. Mais ne vous y trompez pas, le programme nord-coréen va bien au-delà de la menace d'un Armageddon nucléaire. Le pays a l'une des armées permanentes les plus redoutables, avec environ 1,3 million de militaires, soit la 4e au monde. Le service national est obligatoire pour les hommes, qui doivent servir au moins 10 ans, et pour les femmes, qui servent pendant 7 ans. Malgré le fait que les unités nord-coréennes aient subi de lourdes pertes dans la région de Koursk en Russie, avec environ 6000 tués ou blessés, ces pertes ne représentent qu'une petite fraction de l'effectif total. Les combats pourraient tôt même s'avérer bénéfiques pour la Corée du Nord, malgré les pertes, si les chefs militaires parviennent à en tirer de précieux enseignements et de nouvelles approches stratégiques. Le pays possède également un arsenal massif d'artillerie et de roquettes, bien que vieillissant.
Cela comprend environ 8500 pièces d'artillerie de campagne, 5100 lance-roquettes multiples, 100 canons automoteurs de 170 mm et 200 lance-roquettes multiples de 240 mm. De nombreuses armes sont stratégiquement placées près de la frontière, près de Séoul, la capitale sud-coréenne. On estime aussi que la Corée du Nord possède environ 4300 chars, ainsi qu'un nombre croissant de véhicules terrestres sans pilote, ou UGV. Des drones suicides équipés d'IA et des sentinelles robotiques qui sont souvent dotés de capacités de navigation et d'identification par intelligence artificielle. Heureusement, les forces armées du pays n'affichent pas toutes des chiffres aussi effrayants. En raison d'une priorité historique accordée à la puissance militaire terrestre, la marine côtière de Pyongyang n'est pas impressionnante. Bien qu'il soit difficile d'obtenir des informations précises et détaillées sur le sujet en raison du secret extrême, selon l'interprète, je cite, « La marine s'appuie encore sur environ 60 sous-marins diesel, des sous-marins côtiers et des mini-sous-marins, dont la majorité remonte aux années 60 et 70. Tandis que ces forces de surface se composent seulement de petites vedettes de patrouille et de corvettes pour des opérations côtières, sans capacité de projection loin des côtes. On constate cependant une hausse des efforts pour développer ces capacités en construisant de nouveaux navires de guerre, tels le Chui-Hwan, et en développant des sous-marins pouvant transporter des armes nucléaires comme le sous-marin Hero Kim Konok. Une marine nord-coréenne plus puissante pourrait avoir de grandes conséquences sur la sécurité régionale et les dynamiques géopolitiques mondiales. La technologie navale limitée du pays et sa capacité industrielle restreinte, associée aux sanctions qui limitent l'accès aux matériaux essentiels, risquent de ralentir les progrès. Outre sa marine, la Corée du Nord possède une flotte fantôme de navires enregistrés illégalement pour contourner les sanctions de l'ONU sur les importations d'énergie, échapper aux restrictions sur les exportations, acheminer du matériel militaire et des troupes, et faire passer de la technologie. Même si cette flotte serait moins cruciale en temps de guerre, elle renforce la préparation militaire et la posture défensive globale de Pyongyang. La force aérienne et anti-aérienne du peuple coréen, ou KPAF, est tout aussi peu remarquable, avec une dépendance excessive aux avions de chasse de l'époque soviétique, comme l'indique le COVE, je cite, « La KPAF est en grande partie composée d'appareils vieillissants, avec environ 800 avions de combat, dont des MiG-21, MiG-23 et MiG-29. 300 hélicoptères dont des variantes Mi Mi-2 et Mi-817, ainsi qu'une gamme de systèmes de défense aérienne comprenant les systèmes de missiles solaires SA-2, 3 et 5 et de nouveaux systèmes développés localement. » Fin de citation. Des efforts sont faits pour changer cela. En 2023, la Corée du Nord a dévoilé des véhicules aériens sans pilote équipés d'IA, ou UAV, ressemblant aux drones américains RQ-4 Global Hawk et MQ-9 Reaper nommés Cybeor 4 et Cybeor 9. En mars 2025, Kim a aussi présenté les premiers drones d'alerte avancés du pays. En évoquant les armes de guerre les plus sombres, il faut aussi considérer les armes biologiques et chimiques de la Corée du Nord. De tels armements ont le potentiel d'être utilisés comme outils de guerre asymétrique, offrant au régime un moyen peu coûteux et très efficace d'infliger des dégâts physiques et psychologiques disproportionnés. Selon un rapport préoccupant publié par le Centre d'études stratégiques et internationales, je cite, « Le développement d'armes biologiques par la Corée du Nord représente une menace potentielle sérieuse pour les États-Unis et leurs partenaires stratégiques. Les armes biologiques pourraient être encore plus létales que les armes nucléaires et elles ont toujours été bien moins coûteuses. » Fin de citation. Il existe un degré élevé d'incertitude concernant le programme d'armes biologiques de la Corée du Nord en raison de son caractère secret et de la difficulté à recueillir des renseignements fiables à ce sujet. Néanmoins, le département de la défense des États-Unis soupçonne Pyongyang de posséder une gamme d'agents, notamment l'anthrax, la variole, la peste et la toxine botulique. Bien que l'utilisation de telles armes sur le champ de bataille soit rare, celles-ci pourraient être déployées à l'aide de missiles, d'obus d'artillerie ou par le biais d'opérations secrètes telles que la contamination des réserves d'eau, des sources alimentaires ou des zones densément peuplées. Si cela ne suffisait pas à alimenter vos cauchemars, il y a aussi leurs armes chimiques. Le programme d'armes chimiques du pays reste très secret, mais la CIA estime que Pyongyang en possède depuis longtemps, avec un stock conséquent d'agents létaux. Le ministère de la Défense de la Corée du Sud a estimé que la réserve totale s'élève à 2500 à 5000 tonnes de divers agents, y compris des agents neurotoxiques comme le VX et le gaz sarin, des agents vésicants comme le gaz moutarde et des agents suffocants comme le chlore, parmi d'autres joyeusetés. Aussi terrifiantes que soient-ils ces armes, à moins qu'une guerre n'éclate, elles ne servent guère qu'à la dissuasion et parfois à l'assassinat. Pour compléter ses capacités et exercer une pression sur ses adversaires sans déclencher une guerre, Pyongyang a élargi son recours à la guerre hybride. Un aspect particulièrement important de cela a été l'utilisation des cyberattaques.
Le Bureau 121, agence de cyberguerre du pays, coordonne les cyberattaques, collecte des renseignements et génère des revenus en piratant des entités étrangères. L'unité, composée d'environ 6000 hackers, a été tenue responsable par le FBI d'une cyberattaque en 2014 qui a paralysé le réseau de Sony. Des rapports signalent l'infiltration d'entreprises occidentales par des travailleurs nord-coréens à distance, se faisant passer pour des sous-traitants afin de financer le régime. En cas de conflit, la Corée du Nord devrait intensifier ses opérations comme moyen asymétrique et économique pour perturber les infrastructures, recueillir des renseignements et générer des fonds. La guerre hybride nord-coréenne devrait devenir plus sophistiquée et problématique dans les prochaines années, mais assez sur les capacités de Kim. Puisqu'il s'agit d'une vidéo sur une hypothétique seconde guerre de Corée, il faut aussi aborder une question essentielle. Que propose la Corée du Sud ? La Corée du Sud, une question de vie ou de mort. Bien qu'elle possède la capacité technique de les produire, Séoul a choisi de ne pas développer d'armes nucléaires, préférant compter sur Washington pour fournir un parapluie nucléaire. D'après le traité de défense mutuelle de 1953, toute attaque armée contre l'une des deux nations est considérée comme une menace pour leur propre sécurité, à laquelle les deux doivent réagir en conséquence. Bien que cela n'exige pas explicitement une action militaire automatique, cela a été interprété comme un engagement à défendre la Corée du Sud par des moyens militaires si Kim décidait un jour de tenter une acquisition immobilière musclée. De même, en tant que signataire de la Convention sur les armes chimiques et de la Convention sur les armes biologiques, la Corée du Sud n'est pas connue pour posséder des armes chimiques ou biologiques. Même si c'est une victoire morale, cela pourrait donner à la Corée du Nord un avantage militaire si elle utilisait ces armes. L'armée sud-coréenne n'est plus ce qu'elle était autrefois, ayant diminué à 450 000 militaires d'active en raison d'un taux de natalité historiquement bas, ce qui rend une augmentation des effectifs nécessaire. Cela prend d'autant plus d'importance car des recherches estiment qu'il faudrait au moins un demi-million de soldats pour contrer une invasion du Nord. Bien que le service national du pays, qui exige que tous les hommes valides âgés de 18 à 28 ans s'engagent pour une durée de 18 à 21 mois, fournisse à Séoul un important vivier de réservistes sur lequel compter si jamais la situation devait dégénérer. Séoul compense largement son manque d'effectifs, d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive par sa grande sophistication technologique. La Corée du Sud possède la deuxième plus grande force d'artillerie au monde, juste après la Corée du Nord, avec 12 100 pièces d'artillerie, ainsi qu'une large gamme de systèmes d'armes sophistiqués. Cela inclut environ 1000 K9 Thunder, des obusiers automoteurs de 155 mm considérés comme les meilleurs de leur catégorie. Séoul exploite également un nombre important de systèmes de roquettes, dont des centaines de lance-roquettes multiples, Ka-239, Chunchunmu divers missiles balistiques, Hyunmo, ainsi que des missiles de défense aérienne avancés, notamment les M-SAM et L-SAM. La marine sud-coréenne, passant de capacités côtières à haute mer, évolue dans une catégorie bien différente de celle de la Corée du Nord. La flotte se compose de 147 navires, dont 13 destroyers, 17 frégates, 3 corvettes et 21 sous-marins. Séoul développe aussi son premier porte-avions léger, la classe CVX, marquant un grand progrès dans sa capacité de projection de puissance. En résumé, si la marine nord-coréenne ressemble à un petit homme colérique avec un complexe de Napoléon, la sud-coréenne, c'est Napoléon lui-même. Avec plus de 800 avions, l'armée de l'air sud-coréenne est redoutable, alliant la technologie occidentale à l'innovation coréenne. Les forces sont menées par des F-35, des KF-16 modernisés et des F-15K Slam Eagle qui sont soutenus par un système de défense aérienne robuste et multicouche. La Corée du Sud est également en train d'améliorer ses capacités d'alerte avancée et de contrôle aéroporté, ayant attribué un contrat de 2,26 milliards de dollars à L3 Harris pour fournir de nouveaux appareils Phoenix AEW-AWC. Et si cela ne suffit pas, la Corée du Sud fait également des progrès significatifs dans la technologie des drones. Cela inclut le lancement, fin 2025, de l'initiative Drone Warrior, qui vise à former chaque membre des forces armées au pilotage de drones. Le véhicule aérien de combat sans pilote furtif Kaori X, actuellement en développement, démontre également les ambitions de Séoul en matière de capacité offensive de drones. Et si cela ne suffisait pas, la Corée du Sud est sur le point de devenir le premier pays au monde à déployer et utiliser officiellement des armes laser pour abattre les drones nord-coréens lorsque cela sera nécessaire. Naturellement, ils l'ont appelé le projet Star Wars. Après tout, pourquoi pas ? La puissance militaire avancée de la Corée du Sud peut être attribuée en grande partie à sa base industrielle de défense très développée. Face à l'inquiétude croissante sur la fiabilité des garanties de sécurité américaines, la Corée du Sud insiste davantage sur la nécessité d'assurer sa propre défense. Au-delà des avantages pour la sécurité nationale, l'augmentation de la capacité de production de défense offre aussi des bénéfices économiques.
Grâce à la reconnaissance de ce fait par des présidents sud-coréens successifs, le pays est en voie de devenir l'un des principaux exportateurs d'armes, se classant régulièrement parmi les 10 premiers au monde. Avec sa population et son armée en diminution, il sera absolument crucial de poursuivre cette tendance. Très bien, à ce stade, vous devriez avoir une bonne idée de la puissance de feu des deux pays. Mais une seconde guerre de Corée impliquant d'autres acteurs rend l'équation bien plus complexe qu'un affrontement direct. Il est donc temps de commencer à analyser les autres acteurs de ce drame imminent, y compris les deux superpuissances mondiales. Mais avant de parler des États-Unis et de la Chine, petit spoiler pour la fin en suspense de la dernière partie, faisons juste une courte pause pour vous parler de quelque chose que nous préparons ici à Warfronts. Frontstarco est notre site dédié aux abonnés, destiné à ceux qui regardent des analyses approfondies comme celle-ci et qui se disent « j'en veux encore plus ». Pourtant, chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives et 2 articles rédigés par des experts, conçus pour vous aider à comprendre ce monde incroyablement chaotique et fou. Et avec 2026 qui semble apparemment être le nouveau 1939, nous avons également lancé une série de podcasts exclusifs pour compléter votre compréhension des conflits mondiaux. Idéal pour ceux qui préfèrent des analyses de quiz de l'actualité façon Warfronts. 5$ par mois ou 50 par an vous donnent accès à des vidéos, articles et podcasts exclusifs créés par notre équipe. C'est Frontstarco, revenons à la vidéo. Un nouvel affrontement de grande puissance. Il est incontestable que la Corée du Sud et la Corée du Nord peuvent s'affronter violemment sans aide extérieure. Compte tenu de l'importance stratégique, historique et symbolique croissante de la péninsule coréenne, un conflit impliquerait sans doute l'intervention des grandes puissances mondiales des deux côtés. Pour comprendre notre propos, il suffit d'observer le dernier affrontement entre Séoul et Pyongyang. Première grande guerre par procuration de la guerre froide, la guerre de Corée a vu la Chine et l'Union soviétique soutenir le Nord, tandis que la coalition menée par les États-Unis via l'ONU a soutenu le Sud. Washington a joué un rôle décisif en repoussant l'invasion initiale de la Corée du Nord avant de mener l'offensive au-delà du 38e parallèle en Corée du Nord. Préoccupées par la sécurité nationale, les forces chinoises ont aggravé la situation en intervenant et en annulant les gains de l'ONU. Bien que l'Union soviétique se soit abstenue d'entrer ouvertement en guerre avec des déploiements importants de troupes au sol, elle a été impliquée dès le début en tant que fournisseur essentiel. À la fin du conflit en 1953, les États-Unis et la Chine avaient mobilisé 3 millions de soldats à Washington, déployant aussi 1/5 de sa force aérienne et près de la moitié de sa marine. Alors que le personnel soviétique ne comptait qu'entre 2000 et 3000 personnes, Moscou a fourni d'énormes quantités d'aide, notamment des chars T-34, des chasseurs MiG-15, des armes légères et des fournitures essentielles. Ces acteurs internationaux ont fait d'une guerre civile une confrontation majeure de la guerre froide, divisant durablement la péninsule. Bien qu'aucun conflit ne soit identique, lorsqu'on examine quels pays sont susceptibles d'intervenir, il faut reconnaître que le vieil adage « plus ça change, plus c'est la même chose » s'applique parfaitement. Des preuves convaincantes suggèrent que les États-Unis, la Chine et la Russie reprendraient leur rôle interventionniste si les circonstances s'y prêtaient lors d'une seconde guerre de Corée. Les temps et les règles du jeu évoluent. Les avancées militaires récentes et l'interdépendance économique mondiale ont accru les enjeux d'un tel conflit. Par conséquent, la nature précise de l'implication des autres pays serait différente cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qui a exactement changé en 72 ans depuis la guerre de Corée ? Vous savez, à part l'avènement de la télévision en couleur et le fait que les hommes ont bêtement choisi d'arrêter de porter des chapeaux au quotidien. C'est dommage. Eh bien, pour commencer, la Chine des années 50 était une société agricole et arriérée, dévastée par des décennies de guerre civile. La marine de Pékin était une flotte côtière composée de petits navires peu sophistiqués, axés sur la défense côtière. L'armée de l'air était embryonnaire, inexpérimentée et principalement équipée de vieux avions à hélices. L'armée populaire de libération était nombreuse mais technologiquement dépassée, sans artillerie lourde ni chars. Il n'y avait certainement aucune arme nucléaire dans l'équation, et Pékin était essentiellement dans la poche de l'Union soviétique. Il va sans dire que cette version de la Chine est bien loin de celle d'aujourd'hui. En 2026, la Chine est une puissance militaire dotée d'une économie industrialisée, orientée vers le marché et axée sur l'exportation. Ayant brisé les chaînes des politiques économiques rigides de Mao, le pays a prospéré dans son rôle d'usine du monde, porté par une urbanisation rapide, une population en plein essor et l'expansion de l'entreprise privée. Deuxième ou troisième économie mondiale, selon qu'on compte ou non l'UE comme une seule entité, et leader technologique, la Chine ambitionne clairement de devenir la première superpuissance mondiale. Malgré l'ascension inédite de la Chine, les Américains ne se sont pas reposés sur leurs lauriers.
Dans les années 50, l'économie américaine était très industrialisée et les États-Unis établissaient leurs premières bases permanentes en Europe et en Asie de l'Est. Les armes nucléaires apparaissaient, mais les vecteurs restaient rudimentaires et les forces conventionnelles dominaient Hans. Depuis, l'économie américaine s'est surtout tournée vers les services et la technologie, tandis que l'industrie est de plus en plus délocalisée. Les capacités militaires ont évolué, passant des manœuvres de troupes et de l'artillerie massive à des systèmes sans pilote et des munitions guidées de précision agissant à distance. Aujourd'hui, les États-Unis disposent de loin de la présence militaire la plus étendue au monde, supervisant environ 750 avant-postes militaires qui facilitent la projection de puissance à l'échelle mondiale. Les deux nations disposent également aujourd'hui de capacités nucléaires bien plus avancées. On estime que Pékin possède 600 ogives et la réserve qui croît le plus rapidement au monde. Washington en détient environ 5200. Les deux pays disposent de la triade nucléaire, combinant des systèmes de lancement terrestres, maritimes et aériens. La taille des armées américaines et chinoises a diminué depuis 1950 lorsque la guerre de Corée a éclaté. Bien que la Chine possède la plus grande armée du monde, ses effectifs sont passés de 4,6 millions à 2 millions. Pendant ce temps, l'armée américaine, qui comptait 1,4 million de soldats en 1950 en compte actuellement 1,3 million. Il faut également reconnaître le facteur de complication que représentent les quelques 28 500 militaires américains stationnés en Corée du Sud. La réduction des effectifs n'a pas réduit les capacités militaires des deux pays. Les avancées technologiques n'ont pas rendu les grandes armées obsolètes, mais ont réduit l'importance de la mobilisation de masse. Dotés de nombreux nouveaux outils, les États-Unis et la Chine sont plus redoutables que jamais. Alors que l'écart de puissance militaire entre les deux se réduit, les analystes continuent de débattre pour savoir quel pays détient l'avantage stratégique. Bien qu'il ne soit pas dans le cadre de cette vidéo d'ouvrir cette boîte de Pandore, examiner de plus près ce que chaque nation pourrait apporter permet d'entrevoir à quoi s'attendre si une seconde guerre de Corée devait éclater. La Chine détient aujourd'hui le plus grand arsenal de missiles terrestres au monde. Même si elle a conçu des missiles avancés comme le DF-17 et le DF-21, on ne devrait pas s'attendre à ce que Pékin déploie ses armes les plus sophistiquées au pied levé. Au lieu de cela, les dirigeants chinois vont probablement se concentrer sur le renforcement de l'arsenal de Pyongyang, soit en fournissant des composants nécessaires à la fabrication, soit en transférant des systèmes de génération plus anciennes comme le DF-11 et le DF-15. Une contribution clé serait de fournir des données de ciblage et des images satellites pour guider les attaques nord-coréennes. Il est important de noter en passant que l'aide chinoise a plus de chances d'arriver au cours d'une guerre plutôt qu'au tout début. Une guerre à ses portes n'étant pas dans l'intérêt de Pékin, les dirigeants chinois ne devraient pas se hâter de soutenir. Une invasion nord-coréenne désastreuse pour leur réputation dès le départ. Le traité d'assistance mutuelle, sino-nord-coréen de 1961, n'oblige la Chine à intervenir que si Pyongyang est attaqué et non si Pyongyang est l'agresseur. Si les circonstances évoluaient pendant la guerre et que la chute de Pyongyang se dessinait, les calculs changeraient également. Que la Chine déploie ses forces armées, fournisse du matériel à la Corée du Nord ou apporte une aide humanitaire dépendra de plusieurs facteurs. Les États-Unis, quant à eux, possèdent des systèmes de précision équivalents pour frapper des cibles à différentes distances, notamment les HIMARS, MLRS, GMLRS et ATAC-MS. Ceux-ci seraient complétés par de nombreux systèmes d'obusiers, notamment le M109A7 Paladin pour la mobilité. En décembre 2025, l'armée américaine a confirmé que le système d'artillerie à roquettes M278U avait été utilisé pour la première fois lors d'essais à tir réels en Corée du Sud, soulignant le statut prioritaire de Séoul comme bénéficiaire d'équipements américains avancés. Washington étant tenu par traité d'aider son allié, ces armes pourraient être déterminantes dès le début du conflit. Pour les chars, la Chine en compte 6800 devant les États-Unis avec 4600. Washington dispose d'une plus grande expérience au combat et dispose d'une plus grande proportion de chars modernes, comme le M1 Abrams stationné en permanence en Corée du Sud. Pour la Chine, envoyer des chars plus anciens comme le type 59 et le type 69 pourrait être l'option privilégiée, car cela évite le risque que la technologie avancée des chars soit capturée par les États-Unis ou la Corée du Sud. Grâce à la production rapide des chantiers navals chinois, la marine de l'Armée populaire de libération est devenue la plus grande flotte mondiale. Cela comprend 3 porte-avions, 60 destroyers, 50 frégates, 70 corvettes et 60 sous-marins, ce qui est impressionnant. Mais la principale priorité stratégique de Pékin reste centrée sur Taïwan, une guerre potentielle qui dépendrait inévitablement des opérations navales. Ainsi, toute aide navale à la Corée du Nord visera probablement des opérations défensives, plutôt que des actions offensives risquées.
Cela pourrait impliquer des sous-marins surveillant les mouvements américains et des porte-avions créant des problèmes aux États-Unis, à la Corée du Sud et à leurs alliés. Les meilleurs navires devraient rester en retrait cette fois. Aider Pyongyang serait important pour Pékin, mais pas au point que Xi soit prêt à compromettre ses objectifs de réunification avec Taïwan. En comparaison, Washington possède de loin la première marine du monde, avec 11 porte-avions, 75 destroyers, 25 corvettes et 70 sous-marins. Nous ne devons pas nous attendre à ce que les États-Unis mobilisent de toute leur flotte, mais qu'ils déploient 2 à 4 groupes aéronavals dans la région. Les porte-avions servent de base aérienne, les sous-marins rôdent en tueurs silencieux, tandis que les destroyers feront l'essentiel du travail, aidés par les corvettes pour des tâches comme le déminage. Sans oublier la puissance aérienne. On estime que l'armée de l'air chinoise dispose d'environ 2150 avions de combat contre environ 2650 pour les États-Unis. Pékin privilégierait sans doute un bouclier de défense aérienne sur la Corée du Nord et sa frontière, misant sur l'interception plutôt que les frappes offensives. Contrairement aux chars de l'APL, il est plus probable que Pékin envoie ses chasseurs les plus avancés, comme le J-20 et le J-35. Cela s'explique par le faible risque de vol technologique si ces appareils tombent aux mains de l'ennemi, et parce qu'envoyer de vieux avions contre l'équipement avancé des États-Unis et de la Corée du Sud reviendrait à opposer un petit chien à un monstre comme Kyujo. En ce qui concerne la puissance aérienne américaine, avec des F-16 stationnés en permanence en Corée du Sud et des rumeurs selon lesquelles Washington pourrait stationner de façon permanente des F-35 à la base aérienne de Kunsan, on peut s'attendre à ce que les meilleurs avions américains soient non déployés. Washington enverrait presque certainement des bombardiers stratégiques, y compris des B-1B, des B-52 et des B-2. Mais les États-Unis et la Chine ne sont pas les seuls concernés. D'autres puissances, dont une ancienne grande puissance récemment affaiblie, seront aussi à l'affût. Et bien sûr, nous parlons de la mer Russie. L'ours russe. Une différence majeure entre les années 50 et aujourd'hui est le rôle de la Russie. Durant la guerre de Corée, l'Union soviétique était l'ennemi juré de Washington. Aujourd'hui, de nombreux analystes classent la Russie en 3e position, loin derrière les États-Unis et la Chine, selon divers critères comme la puissance militaire et l'économie. Je veux dire, seule l'une de ces 3 puissances a été expulsée de la mer Noire par un pays sans marine. De plus, avec l'attention de Moscou entièrement tournée vers l'Ukraine, si une guerre devait à nouveau éclater dans la péninsule coréenne, le Kremlin resterait probablement en retrait, laissant Pékin faire la majeure partie du sale boulot. Ne croyez pas que la Russie ne puisse semer le trouble ici. Bien qu'une fin à la guerre en Ukraine ne semble pas imminente, elle devra pourtant se terminer à un moment donné, et lorsque ce sera le cas, la volonté de Moscou d'étendre ses tentacules ailleurs augmentera. Les tactiques d'océan de zone grise comme les cyberattaques, la désinformation, l'ingérence politique et le ciblage d'infrastructures clés comme les câbles sous-marins deviendront plus problématiques. Bien qu'une clause de défense mutuelle soit incluse dans l'accord de partenariat stratégique global de juin 2025 entre la Russie et la Corée du Nord, de nombreux analystes pensent que le Kremlin chercherait à éviter une intervention directe en raison des risques d'escalade impliquant les États-Unis. Pourtant, même si l'armée russe est embourbée en Ukraine, Moscou conserve de nombreuses options pouvant gêner les responsables sud-coréens et américains, sans s'engager directement sur le front. Regardez comment les services de renseignement russes ont récemment aidé l'Iran à viser des intérêts américains dans le Golfe, sans réaction apparente de l'administration Trump. A l'inverse, Moscou pourrait se sentir assez redevable envers la Corée du Nord pour devoir agir. Depuis septembre 2022, la Corée du Nord livre à Moscou obus et missiles balistiques pour attaquer l'Ukraine. En 2024, Pyongyang a envoyé des troupes pour aider à combattre l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk. À ce jour, environ 15 000 Nord-Coréens ont combattu avec les troupes russes pendant la guerre. Le Kremlin pourrait rendre l'appareil à la RPDC en lui fournissant du matériel militaire. Le pays dispose de vastes capacités en artillerie et en lance-roquettes capables de mener des frappes rapides et précises sur de longues distances. Avec Pyongyang ayant produit en masse des systèmes plus basiques comme le BM-21 Grad de conception soviétique, Moscou pourrait améliorer les chances de Pyongyang sur le champ de bataille en fournissant des systèmes guidés de précision comme le 9 à 524 Tornado. Comme les réserves de chars russes ont subi de lourdes pertes en Ukraine, avec des estimations suggérant que le stock d'avant-guerre de 7300 chars a été réduit à environ 3000, un déferlement de chars traversant la frontière est peu probable. Cependant, si le conflit en Ukraine devait se terminer demain et que les usines de défense russes fonctionnaient en 24 heures sur 24 pour reconstituer le stock, le potentiel d'envoi de chars pourrait augmenter très rapidement.
En cas de guerre en Corée pendant le conflit en Ukraine, il serait plus probable de transférer des systèmes avancés pour moderniser la flotte nord-coréenne. En passant à l'armée de l'air, l'aviation russe, fidèle au style russe, impressionne par ses quelques 4200 avions de combat. Comme Staline l'a dit un jour, la quantité a une qualité qui lui est propre. Encore une fois, l'ampleur du soutien aérien que la Russie pourrait fournir dépendra des événements en Ukraine. Néanmoins, avec l'amiral Samuel Parot du commandement Indo-Pacifique des États-Unis déclarant en novembre 2024 que Moscou avait accepté de fournir à Pyongyang des chasseurs MiG-29 et Su-27 en échange de troupes, la fourniture d'avions est bel et bien envisagée. Kim était connu pour s'intéresser aux chasseurs Su-35 et Su-57 plus avancés, mais il n'est pas certain que Poutine soit prêt à se séparer de son équipement le plus sophistiqué. En plus des chasseurs, les précédentes livraisons russes de missiles de défense aérienne et d'équipements à la Corée du Nord laissent penser que des livraisons similaires suivraient en temps de guerre. Pyongyang pourrait ainsi mieux défendre son espace aérien contre la puissance aérienne des États-Unis et de la Corée du Sud. Si la Russie fournit une technologie satellitaire et des données de ciblage en temps réel, comme l'a averti l'ancien secrétaire d'État américain Anthony Blinken, la capacité de la Corée du Nord à prendre pour cible des moyens sud-coréens deviendrait bien plus létale. En ce qui concerne la puissance navale, la Russie dispose de capacités limitées de projection de puissance, et il est peu probable que Moscou fournisse à la Corée du Nord des moyens navals. À la place, le Kremlin pourrait fournir la technologie des sous-marins à propulsion nucléaire, des missiles anti-navires et des mines navales avancées, comme la série MDM. Outre les trois grands, d'autres pays pourraient aussi vouloir s'impliquer. Le Japon, situé dans la région, serait en tête de liste. Même si l'article 9 de la Constitution renonce au recours à la force pour régler les différends internationaux, Tokyo reste depuis longtemps méfiant envers la Corée du Nord. Les dirigeants japonais peuvent légalement aider la Corée du Sud grâce à la doctrine de la légitime défense collective, et le Premier ministre Shinzo Abe oriente la nation vers une politique étrangère plus agressive. Un exemple de cela est survenu en novembre 2025, lorsqu'elle a irrité Pékin en déclarant que le Japon pourrait intervenir militairement pour protéger Taïwan en cas d'invasion chinoise. Ayant depuis remporté une victoire électorale écrasante, Takei Tokichi s'est également attelé à tenir sa promesse d'augmenter le budget de la défense à 2% du PIB. Bien que Tokyo n'ait pas révisé sa constitution, elle l'a radicalement réinterprétée pour permettre une action militaire élargie. De plus, maintenant que Tokichi détient la majorité des 2/3, nécessaire à la Chambre basse pour proposer un amendement, les sondages montrent qu'une majorité de Japonais s'attendent à une avancée sur la révision constitutionnelle. Ayant déjà exprimé son désir de modifier l'article 9 et de donner aux forces d'autodéfense un mandat opérationnel, la probabilité d'un changement constitutionnel n'a jamais été aussi grande. Plusieurs pays membres du commandement des Nations Unies, force multinationale créée pour soutenir la Corée du Sud contre l'agression nord-coréenne, souhaitent aussi s'impliquer. Les 18 membres ou États contributeurs incluent l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Philippines et la Thaïlande. L'Australie, l'Ancatépan, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont les partenaires non américains les plus actifs. Au sein de la coalition, le soutien pouvait aller de l'aide humanitaire au soutien logistique, jusqu'aux opérations de combat direct. La liste des pays prêts à soutenir la Corée du Nord est relativement courte, la Chine et la Russie étant les deux seuls soutiens notables. Même ainsi, Pékin reste sceptique envers la Corée du Nord. Leur partenariat tient plus du principe « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » que d'une alliance basée sur des valeurs communes ou la confiance. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'interviendront pas. Oh, et ne vous y trompez pas, si les choses deviennent dégénérer, il y a largement assez de puissance de feu cumulée pour rayer toute la péninsule de la carte. Facteur de complication. Rien n'est sûr en relations internationales. Un certain nombre de pays ont intérêt à influencer l'issue d'une seconde guerre de Corée, et beaucoup disposent des moyens de le faire par une intervention militaire directe, un soutien matériel, la diplomatie ou d'autres formes d'engagement. Cependant, la perspective assez convaincante d'une destruction mutuelle assurée a largement permis de contenir la situation depuis la mise en œuvre de l'accord d'armistice. Cela rend les choses un peu plus compliquées qu'elles ne l'étaient auparavant. D'une part, les parties sont moins enclines à s'impliquer dans une seconde guerre de Corée. D'autre part, si cela devait arriver, l'impact serait bien pire. Comme indiqué, Washington, qui a 28 500 soldats stationnés en Corée du Sud, est lié par traité à intervenir en cas d'invasion. On ne sait toujours pas si les troupes américaines et nord-coréennes puissent s'affronter sans que la situation dégénère en échange nucléaire. Kim peut vouloir réunifier la Corée plus que toute autre chose, mais en supposant qu'il prenne des décisions en fonction de ses intérêts stratégiques, serait-il prêt à lancer une invasion compte tenu des risques d'escalade importants et de la menace inévitable que cela représenterait pour son régime ?
De plus, fournirait-il troupes et matériel à la Russie s'il comptait entrer lui-même en guerre? Même si une invasion nord-coréenne paraît illogique, beaucoup d'analystes pensèrent de même pour l'invasion russe en Ukraine. On a vu ce que ça a donné. Quand autant de pouvoir est entre les mains d'un seul homme et que l'ego intervient, il devient très difficile d'évaluer la situation précisément. Kim ne franchirait probablement le pas que s'il était convaincu du succès ou d'une attaque imminente contre la Corée du Nord. Avec un système fondé sur la projection d'une image de force et la persécution de ceux qui ne suivent pas la ligne du parti, annoncer de mauvaises nouvelles est un moyen assez efficace de raccourcir son espérance de vie. Une telle situation crée essentiellement une chambre d'écho où les gens disent de toujours oui. Avec le flux d'informations parvenant à Kim, au mieux filtré et au pire complètement enjolivé, rien ne garantit que Kim prenne des décisions sur la base d'informations crédibles. Même ainsi, il serait exagéré de penser qu'il pourrait envahir avec succès la Corée du Sud, protégée par les garanties de sécurité américaines. Mais l'histoire regorge d'exemples de personnes ayant pris de très mauvaises décisions, et ces mauvaises décisions ont eu des conséquences désastreuses. Peut-être que cela deviendra un autre chapitre de cette histoire, il faut maintenant examiner certaines failles des garanties de sécurité américaines. Les doutes sur les garanties de sécurité américaines ont augmenté ces dernières années, les actions et propos du président Trump ayant fragilisé des alliances autrefois jugées inébranlables. La coopération sécuritaire du président Biden avec des partenaires comme la Corée du Sud était vue comme un moyen stratégique de contenir l'influence chinoise. Mais comme le souligne un commentaire de 2025 du Chatham House, contrairement à Biden, Trump considère les alliances comme des relations de dépendance à exploiter en tirant un maximum d'avantages pour servir son agenda America First. Et je cite, « Trump s'est régulièrement plaint des contributions financières de Séoul pour l'accueil des troupes américaines et a même menacé de les retirer ou de les redéployer. » Lors d'une conférence de presse en juillet 2025, il a dit aux journalistes « La Corée du Sud gagne beaucoup d'argent, ils sont très bons. Mais vous savez, ils devraient payer pour leur propre armée. » Si Donald Trump se désengageait et se concentrait sur l'influence américaine dans l'hémisphère occidental ou lançait de nouvelles opérations au Moyen-Orient, cela rendrait l'idée d'envahir la Corée du Sud bien moins intimidante. Il est vrai qu'il est difficile de distinguer quelles menaces de Donald Trump sont réellement crédibles et lesquelles ne sont que de la posture destinée à obtenir des concessions favorables. En mai 2025, le Pentagone a rejeté un article du Wall Street Journal qui affirmait que les États-Unis envisageaient de retirer environ 4500 soldats de Corée du Sud. Selon un rapport du Center for Strategic and International Studies, CIS, bien qu'aucune décision de retrait des troupes n'ait été prise, la question est sérieusement examinée au Pentagone, auprès des forces américaines en Corée et du commandement Indo-Pacifique. Tout comme les décideurs à Washington pèsent le pour et le contre du stationnement des troupes en Corée du Sud, des débats similaires auraient lieu à Pékin concernant le rôle potentiel de la Chine en cas d'éclatement d'une seconde guerre de Corée. Une Corée réunifiée aurait peu de chances de s'aligner sur les intérêts stratégiques de la Chine. Beaucoup d'analystes pensent aussi que les dirigeants chinois verraient d'un très mauvais œil l'éclatement d'un nouveau conflit dans un pays voisin. Bien que la Chine et la Corée du Nord aient un partenariat stratégique de circonstance, la première considérant la seconde comme un État tampon utile, il est également connu que Pékin considère Pyongyang comme imprévisible. La Chine a maintes fois rejoint les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner les essais nucléaires nord-coréens. Que Pékin intervienne en faveur de l'agresseur qui a déclenché la guerre, ce serait extrêmement risqué. Faire passer des caisses de munitions de l'autre côté de la frontière est une chose, mais déployer des troupes chinoises et s'engager activement porterait la situation à un tout autre niveau. En plus d'être une très mauvaise publicité avec d'importantes répercussions de sanctions économiques, cela pourrait aussi entraîner le pays dans un affrontement avec les États-Unis. Ce qui pourrait faire pencher la balance pour la Chine, c'est si la Corée du Sud et les États-Unis repoussaient avec succès une attaque nord-coréenne et avançaient ensuite vers le nord, en direction de la frontière chinoise, comme cela s'est produit dans les années 1950. Si le régime nord-coréen menace de s'effondrer, la Chine pourrait réagir plus fermement pour des raisons stratégiques et de sécurité nationale. Il existe des points d'interrogation similaires concernant le rôle potentiel de la Russie, dont la nature dépend fortement de l'évolution de la guerre en Ukraine. Mais là, on va un peu trop vite en besogne. Concentrons-nous sur la question principale. Comment une telle guerre pourrait-elle commencer ? Un effondrement en Corée pourrait survenir de diverses manières. Peut-être que les illusions de grandeur de Kim et ses ambitions de garantir son héritage le pousseront à ignorer les risques d'une invasion de la Corée du Sud. Ou peut-être que des inquiétudes quant à la sécurité du régime le pousseront à lancer une attaque préventive, par crainte que des pays étrangers n'envahissent et ne portent le premier coup.
Potentiellement, le scénario le plus probable est qu'un malentendu ou une montée de tension entraîne un échange de représailles, qui s'aggrave de façon incontrôlable. Un exemple de lieu où cela pourrait se produire est la mer Jaune. En particulier, les 5 îles de la mer de l'Ouest, administrées par Séoul mais situées dangereusement près des côtes nord-coréennes, ont déjà été des points chauds par le passé. Par exemple, en mars 2010, le navire de guerre sud-coréen Keonan a été coulé par un sous-marin nord-coréen près de l'île de Baekneong, tuant 46 soldats et poussant Séoul à imposer d'importantes sanctions. L'incident a été vu comme une réponse à celui de Daecheong, survenu quelques mois plus tôt, où un patrouilleur nord-coréen avait été endommagé pour avoir franchi la ligne de limite nord. Pyongyang conteste la frontière maritime NLL établie par l'ONU après la guerre de Corée, revendiquant à la place une frontière plus au sud qui engloberait les îles et les riches zones de pêche. La mer Jaune n'est pas la seule zone problématique. En octobre 2024, la Corée du Nord a accusé Séoul d'avoir envoyé des drones transportant des tracts de propagande à Pyongyang, accusation rejetée par le gouvernement sud-coréen. Tout au long de la même année, Pyongyang a eu recours à des provocations si grossières qu'elles auraient pu être imaginées par un enfant de 7 ans, en faisant flotter des ballons remplis d'ordures de l'autre côté de la zone démilitarisée. L'un d'eux a même fini dans l'enceinte présidentielle. D'autres incidents comprennent des incursions de drones, des fusillades contre des postes de garde le long de la DMZ, des essais de missiles, des cyberattaques, de grands exercices militaires et des tirs sur des transfuges. Le plus étrange est probablement survenu en 1976 lorsque 2 officiers de l'armée américaine ont été tués par des soldats nord-coréens dans la DMZ alors qu'ils supervisaient l'élagage d'un arbre qui obstruait la vue sur un poste de contrôle. Selon la BBC, il s'agit du travail de jardinage le plus spectaculaire de l'histoire. Une force opérationnelle de 813 soldats américains et sud-coréens soutenus par des bombardiers B-52 capables de transporter des armes nucléaires, 20 hélicoptères utilitaires, 7 hélicoptères d'attaque, Cobra des chasseurs F-4, F-5 et F-86, tournant au-dessus d'eux, ainsi que le porte-avions USS Midway, ont tous été déployés par la suite pour abattre l'arbre. Comme un volcan actif, les tensions entre la Corée du Sud et la Corée du Nord sont vouées à déborder périodiquement. Reste à savoir si la situation empirera au point de provoquer une éruption similaire à celle de Yellowstone. La tâche qui attend la Corée du Nord. Après la décision d'envahir, la Corée du Nord ne peut plus reculer. N'ayant rien à gagner d'une guerre nucléaire, lancer ses armes nucléaires d'emblée serait pour Pyongyang l'option de la dernière chance. Ainsi, nous allons supposer, croisons les doigts ici, que Kim se limiterait à utiliser la force militaire conventionnelle dès le début. L'option nucléaire est un dernier recours, dont la probabilité augmentera si la survie du régime est en jeu. Le lien entre les dégâts infligés à la Corée du Nord et le risque que Kim utilise l'arme nucléaire crée un dilemme pour les dirigeants américains et sud-coréens. En cas de conflit, il faudra décider s'il faut éliminer rapidement le programme nucléaire et la direction nord-coréenne pour empêcher tout lancement nucléaire, ou repousser l'invasion sans chercher à changer de régime dans l'espoir de revenir au statu quo d'avant-guerre. Évidemment, une seconde guerre de Corée pourrait prendre de nombreuses formes selon les décisions prises par les dirigeants en fonction des circonstances du moment. Les États-Unis et la Corée du Sud organisent régulièrement des exercices militaires pour simuler des scénarios et élaborer des réponses stratégiques dans un contexte géopolitique changeant. Néanmoins, les analystes ont identifié une série de phases considérées comme probables. La première est la phase de montée en puissance. Avec la précision de l'imagerie satellite et des moyens de surveillance actuels, il y a de fortes chances qu'une montée en puissance militaire nord-coréenne soit détectée très tôt. Ceci s'est confirmé avec les mouvements de troupes russes avant l'invasion de l'Ukraine. Cependant, à la différence de la Russie, la Corée du Nord garde une grande partie de ses forces et de ses armes, telles que l'artillerie, les mortiers et lance-roquettes, près de la frontière. Comme Pyongyang conserve la capacité de lancer une attaque avec très peu de préparatifs visibles, une force massive, visible et déployée en première ligne serait inutile et déconseillée. Bien qu'il ne soit pas prévu que la Corée du Sud et les États-Unis soient pris au dépourvu au même niveau qu'en 1950, préserver l'effet de surprise autant que possible reste l'un des atouts les plus précieux de Kim. L'échec risque de déclencher une frappe préventive, une riposte immédiate ou une résistance généralement plus forte, car l'ennemi anticipe ce qui va arriver. Le camouflage, la falsification de documents et les opérations sous fausse bannière pourraient servir à tromper les États-Unis et la Corée du Sud. En pratique, Pyongyang pourrait utiliser ses unités de cyberattaque pour faire fuiter de faux documents, laissant croire à un tout autre plan d'invasion. Des déploiements de diversion utilisant de l'artillerie factice et de faux missiles pourraient même être utilisés pour détourner l'attention des véritables zones de frappe. Kim pourrait aussi employer ces tactiques sournoises pour créer un faux prétexte à une attaque,
comme frapper délibérément un de ses navires et accuser la Corée du Sud. La mesure dans laquelle les agents de renseignement parviennent à comprendre ce qui est en train d'être planifié déterminera le déroulement de la prochaine phase. Lors de la phase de frappe initiale, la première vague d'attaque nord-coréenne devrait consister en un important barrage d'artillerie et de missiles. Les principales cibles sont les bâtiments gouvernementaux, centres de commandement, bases militaires, aérodromes, nœuds de communication et infrastructures énergétiques. Situé à environ 50 km de la frontière, Séoul se trouve clairement dans la ligne de mire. Pyongyang, centre politique du pays, pourrait viser des responsables sud-coréens lors d'une frappe de décapitation, comme celle ayant coûté la vie à l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Khomeini. Si Pyongyang mettait sa menace à exécution en transformant Séoul en une mer de feu, le nombre de victimes dans la grande région métropolitaine de Séoul pourrait à lui seul dépasser les 100 000 en 48 heures, selon certaines estimations. Sans armes de destruction massive, la première vague de frappe serait aussi probablement multidomaine. Des cyberattaques visant la perturbation et la confusion paralyseront les infrastructures critiques comme les réseaux électriques et financiers, tout en neutralisant les systèmes militaires de commandement et de contrôle pour empêcher une riposte coordonnée. Les unités navales nord-coréennes pourraient en coordonner leurs actions pour menacer la NLL et la côte. Cela pourrait impliquer des frappes, mais aussi l'infiltration de forces spéciales pour des missions de sabotage. Avec une flotte limitée, les moyens seraient sans doute employés de façon opportuniste et asymétrique. En gros, imaginez de petites unités de forces spéciales nord-coréennes menant des frappes asymétriques à un rythme soutenu. L'infiltration peut passer par des tunnels sous la DMZ, des embarcations amphibies rapides pour une attaque maritime ou un déploiement aéroporté de commandos derrière les lignes ennemies. Les cibles évidentes sont les infrastructures critiques, centrales, réseaux électriques, ports, tours télécoms, dépôts de carburant, et les sites militaires, aérodromes, bases navales. Mais ne vous y trompez pas, l'action principale serait un véritable enfer de drones, de missiles et d'artillerie s'abattant sur Séoul et la région environnante. La Corée du Sud se tournerait vers des systèmes tels que le Patriot PAC-3, le Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, le système coréen KMD de défense aérienne et antimissile, et le CRAM pour se protéger. Bien que ces systèmes offrent des capacités d'interception à différentes portées et altitudes, leur efficacité combinée dans un scénario de combat n'a jamais été testée. Bien que les menaces de missiles stratégiques soient bien couvertes, ces systèmes pourraient être submergés par des frappes massives d'artillerie et de roquettes. Après le coup d'envoi, il n'y a plus lieu de se cacher. Cette phase verra donc sans doute de grands mouvements de troupes et d'armes. Après la révélation des positions de tir, les unités mobiles, dont les lance-roquettes multiples et les canons automoteurs, seront déplacées en prévision de contre-attaque. Quelques heures après la première vague d'attaque, Kim Jong-un fera probablement une déclaration de guerre. Il présentera l'attaque comme défensive et accusera la Corée du Sud et les États-Unis d'être des États hostiles ayant provoqué l'escalade. Devant le monde entier, il appellera sans doute à leur destruction et dissuadera toute intervention étrangère en menaçant de représailles nucléaires. Les dirigeants mondiaux vont se prononcer. Les nations occidentales condamneront l'action, tandis que la Chine et la Russie resteront réservées, appelant à la retenue et au dialogue. Après la phase initiale des frappes, selon le succès des opérations, Pyongyang aura plusieurs options à envisager. Premièrement, Kim pourrait redoubler d'efforts en intensifiant les opérations militaires avec une seconde vague d'attaque, encore plus importante, impliquant potentiellement un mouvement massif de troupes à travers la frontière. Avec la DMZ fortement minée, fortifiée avec des obstacles anti-chars et surveillée par des systèmes de surveillance, traverser serait vraiment très difficile. Avant même d'ajouter les frappes aériennes, Pyongyang a construit un réseau de tunnels sous la DMZ pour contourner en partie le problème. 4 ont été découverts et les renseignements sud-coréens estiment qu'il pourrait y avoir jusqu'à 20 autres tunnels cachés. Cependant, cela ne conviendrait qu'au déplacement de petites unités comme les forces spéciales, pas à des armées entières. Une deuxième option consisterait à poursuivre avec des attaques qui maintiennent la pression, mais qui sont moins intenses que la première vague. Cela montrerait qu'on reconnaît que l'ampleur et le rythme de la première vague ne peuvent être maintenus si la guerre dure. La Corée du Nord pourrait aussi consolider ses positions et se fortifier contre une riposte sud-coréenne, voire américaine. Comme la salve d'ouverture n'aurait apporté que peu, voire aucun gain territorial, cela risquerait de laisser l'initiative à l'adversaire. Bien que la prochaine action de la Corée du Nord reste incertaine, la Corée du Sud veillera à ce que la phase de contre-offensive soit une riposte létale. Comme la survie même du pays dépend de sa capacité à résister à une offensive nord-coréenne et à répondre de manière décisive, Séoul a consacré beaucoup de temps et d'argent à se préparer à cette situation. Avec son avance technologique, Séoul visera dès le départ la supériorité aérienne.
Tous les aérodromes capables de fonctionner après les premières vagues de frappe enverront des chasseurs sud-coréens dans le ciel. Le chaos des premières phases entraînera probablement un espace aérien contesté, caractérisé par des combats aériens intenses, des engagements de missiles solaires et un contrôle incertain des zones clés. Cependant, les analystes s'attendent à ce que la Corée du Sud, probablement avec l'aide des États-Unis, prenne le contrôle du ciel relativement rapidement. Les avions plus anciens de la Corée du Nord ne sont tout simplement pas à la hauteur. Si la Corée du Sud devait se défendre seule, sa riposte serait tout de même redoutable. Séoul a mis au point un cadre de réponse appelé le système à 3 axes pour définir ses plans d'action avant, pendant et après une attaque nord-coréenne. Le premier axe, la kill chain, vise à frapper préventivement les installations nucléaires et de missiles de Pyongyang après détection de leur emploi imminent. Le second est le système de défense aérienne et antimissile de Corée, conçu pour protéger le pays contre des attaques conventionnelles et nucléaires en interceptant les missiles à courte et moyenne portée. Le troisième, c'est le plan de punition et de représailles massives de la Corée, ou KMPR, qui vise à couper la tête du serpent en éliminant la direction nord-coréenne par des frappes de précision et des opérations des forces spéciales. Bien que les détails du KMPR restent classifiés et aient évolué au fil des années, une source militaire sud-coréenne anonyme a déclaré aux journalistes. Je vais citer ses propos ici. Tout district de Pyongyang, notamment ceux où la direction nord-coréenne pourrait se cacher, sera entièrement détruit par des missiles balistiques et des obus explosifs dès que le Nord montrera un signe d'utilisation d'armes nucléaires. En d'autres termes, la capitale du Nord sera réduite en cendres et effacée de la carte. Fin de citation. Bien que nous devrions probablement prendre un moment ici pour nous rappeler que décapiter les dirigeants iraniens et bombarder Téhéran n'a pas vraiment empêché les représailles de la République islamique. La guerre est difficile. La Corée du Sud attendra que les États-Unis respectent leurs engagements du traité de défense mutuelle de 1953. Les inquiétudes concernant la politique étrangère America First de l'administration Trump et ses effets possibles sur la Corée du Sud sont justifiées et la confiance des Sud-Coréens envers les États-Unis comme alliés de défense a baissé. Mais les analystes estiment généralement que Washington interviendrait quand même, le pays étant jugé trop stratégique et vital économiquement pour être abandonné. Compte tenu de ses investissements industriels records aux États-Unis et de son rôle clé comme centre de réparation navale et tampon face à la Chine. Si la Corée du Nord frappe des installations américaines lors de la première salve et fait des victimes américaines, la probabilité d'une intervention de Washington augmenterait fortement. Rappelons que l'administration actuelle n'a pas fait preuve de retenue concernant l'usage de la puissance américaine. Trump a utilisé la puissance aérienne pour éliminer les dirigeants iraniens, des moyens navals pour imposer un blocus maritime de facto à Cuba et sur la côte iranienne, et il a même enlevé le dirigeant d'un pays dans le cas du Venezuela. Et cela, c'est juste au moment de cet enregistrement. Écoutez, ces longs épisodes mettent des semaines à être montés, donc au moment où vous verrez ceci, il aura peut-être déjà autorisé le bombardement du Groenland ou l'annexion du Liechtenstein, ou autre chose d'aussi fou. C'est difficile de suivre les événements en ce moment. Bien que l'ampleur d'une seconde guerre de Corée obligerait Trump à aller plus loin qu'auparavant, il pourrait très bien utiliser la même stratégie cette fois-ci. La stratégie nationale de défense de 2026 a également signalé un changement par rapport aux plans historiques qui reposaient sur d'importants renforts américains en Corée en faveur d'un soutien essentiel mais plus limité. Trump a déjà menacé Kim, je cite, de feu et fureur comme le monde n'en a jamais vu. Le monde entier retiendra son souffle pour voir s'il mettra ses menaces à exécution ou si cela ne deviendra qu'un immense coup de bluff. Ou un taco, pour parler comme les Américains, Trump always chickens out. Si la Corée du Sud mène les opérations au sol, le soutien clé des États-Unis peut prendre différentes formes. Les avions de chasse américains stationnés sur la péninsule, au Japon et ailleurs dans la région Asie-Pacifique pourraient être mobilisés avec une grande efficacité. Les F-35 et les bombardiers furtifs B-2 pourraient déchaîner le feu sur les installations nucléaires et les dirigeants de la Corée du Nord. Alors que les forces navales américaines passent en mode guerre, plusieurs groupes aéronavals, sous-marins et autres moyens seront probablement déployés. Ces efforts seraient conformes à le plan 5022, le plus récent plan opérationnel décrivant les actions conjointes des États-Unis et de la Corée du Sud face à la Corée du Nord. Le plan prévoit des options visant à éliminer les dirigeants pour mettre fin rapidement au conflit, sans déclencher de guerre majeure. Bien sûr, tout cela dépend de l'hypothèse que Kim n'essaie pas de faire table rase en frappant toutes les bases américaines et sud-coréennes dès le tout début. Imaginez des missiles nucléaires tirés sur Guam et Okinawa et une salve initiale de missiles, roquettes et artillerie qui ne viserait pas Séoul, mais chercherait plutôt à anéantir toutes les installations militaires.
Et pour ceux qui rient à l'idée que la Corée du Nord puisse frapper avec succès des installations militaires américaines, n'oubliez pas que l'Iran a réussi à toucher des bases américaines lors d'une guerre que les États-Unis savaient imminente et pour laquelle ils avaient eu le temps de se préparer en utilisant des armes relativement peu sophistiquées. Alors que la plupart des analystes supposent que Kim est très sceptique à l'idée de provoquer la colère de Washington en adoptant la stratégie du tout ou rien, il reste possible que le déséquilibre des forces le pousse à calculer qu'une destruction massive serait sa meilleure première action. En gros, parier que jouer la carte nucléaire dès le départ suffirait à choquer les États-Unis au point de les faire reculer. Cependant, même si Kim jouait cette carte, et c'est un très grand si avec autant de bases américaines situées dans la région Asie-Pacifique, coordonner des attaques simultanées serait extrêmement difficile. Les bases proches de Pyongyang seraient frappées en premier, celles plus éloignées recevraient un avertissement. Et même si les frappes réussissaient, tout ce que Kim aurait fait, c'est recréer Pearl Harbor pour le XXIe siècle. Et nous nous souvenons tous de ce qui est arrivé au Japon impérial, n'est-ce pas ? Cependant, peu importe comment se déroulent les premières heures et les premiers jours de combat, si Pyongyang parvient à s'en sortir, à se relever et à continuer à se battre, plusieurs choses pourraient se produire. Comme un ex-partenaire jaloux, la Corée du Nord risque de devenir désespérée dans ses appels à la Chine et la Russie, devant affronter la réalité de devoir se débrouiller seule. Bien que de sérieux doutes subsistent sur une éventuelle intervention chinoise, l'US Army War College souligne que la même crainte stratégique ayant poussé la Chine à intervenir dans la guerre de Corée demeure aujourd'hui au sein du gouvernement chinois. Fin de citation. De plus, selon un journaliste d'Al Jazeera, l'avant-dernière chose que la Chine souhaite, c'est une nouvelle guerre de Corée. Mais la Chine ne veut surtout pas d'une Corée unifiée dirigée par la Corée du Sud. Fin de citation. Une intervention présente aussi des risques pour la Chine, militaires, économiques ou de réputation. Si la situation se dégrade pour Pyongyang, la Chine pourrait devoir intervenir à nouveau. En 1950, la Chine a envoyé des troupes en Corée du Nord pour repousser celles du général Douglas MacArthur qui approchait de sa frontière. Les forces chinoises les ont ainsi repoussées de 400 km vers le sud sur toute la péninsule. Si vous regardez une carte montrant la ligne de démarcation militaire établie lors de l'armistice, qui reflète les positions réelles des dernières batailles, à côté du 38e parallèle qui les divisait auparavant, vous vous rendrez compte à quel point ils sont douloureusement proches. De nombreux risques pesant sur les décideurs chinois provoqueront aussi des soucis à Moscou. Bien que Vladimir Poutine ait soutenu la Corée du Nord économiquement, techniquement et diplomatiquement, ce soutien reste conditionnel. Une confrontation directe avec les États-Unis ou leurs alliés serait très risquée, surtout actuellement. L'histoire récente a prouvé que Moscou n'est pas un partenaire fiable en période de crise. Les anciens présidents Maduro et Assad, ainsi que le premier ministre arménien Nikol Pachinian et feu le guide suprême iranien Ali Khamenei, ont tous été laissés pour compte lorsque le danger frappait à leur porte. La liste de vœux du Kremlin diminuant chaque mois, une question se pose. Pour qui la Russie interviendrait-elle ? Si la Corée du Nord veut avoir la moindre chance de l'emporter, l'un de ces deux pays, voire les deux de préférence, devra se salir les mains. La peur d'être laissé seul empêchera Kim de dormir. Le scénario le plus probable reste un soutien limité, comme du matériel militaire et des fournitures. Cela reste évidemment en deçà d'une intervention militaire directe. Selon la façon dont se déroule la contre-offensive, l'une des phases suivantes pourrait suivre. Si aucune partie n'obtient de percée décisive et que le front se fige, une désescalade pourrait suivre sous pression diplomatique internationale. Cela n'arriverait que si les deux camps jugent les combats trop coûteux, ouvrant la voie à des pourparlers d'armistice. Bien que cela soit encore loin d'être une issue idéale, cela pourrait aboutir à un retour au statu quo, de manière similaire au conflit Inde-Pakistan de mai 2025, si la contre-offensive sud-coréenne réussit et menace la survie du régime nord-coréen, Pyongyang pourrait choisir l'escalade. Cela ressemblerait davantage à la façon dont la première guerre de Corée s'est déroulée. Cependant, avec les armes nucléaires désormais en jeu, les risques dans ce scénario seraient bien plus élevés cette fois-ci. Il existe maintenant un troisième scénario qui se situe entre la désescalade négociée et l'escalade existentielle. Cela supposerait que la contre-offensive sud-coréenne réussisse tactiquement, mais s'arrête sans aller jusqu'à menacer l'effondrement du régime, tandis que Pyongyang, sans soutien international, reste piégé. Séoul et ses alliés, jugeant tout progrès trop risqué face au risque nucléaire et à une possible intervention chinoise, alors que la Corée du Nord ne peut avancer, la guerre serait dans l'impasse. La guerre du Golfe de 1991, bien plus déséquilibrée, a eu un résultat similaire. La coalition menée par les États-Unis a libéré le Koweït mais s'est arrêtée avant de renverser le régime de Saddam Hussein en Irak.
Mais avec les Américains qui sont revenus 13 ans plus tard pour terminer le travail, mettre une guerre en pause n'est pas toujours la fin non plus. Lorsque la situation se tend sur la péninsule coréenne, chacun devrait être attentif. Les deux Corées, soutenues chez eux par des superpuissances guidées par leurs propres intérêts, disposent donc de forces militaires redoutables. Toute escalade pourrait donc gravement menacer la sécurité régionale et mondiale. L'absence d'une seconde guerre de Corée suggère que les jeux de guerre nord-coréens ont montré à la direction qu'une invasion serait une mauvaise idée. Il n'y a actuellement aucun signe d'un changement suffisamment important pour bouleverser cette situation. Bien que Pyongyang ne semble pas disposer des moyens nécessaires pour envahir et occuper avec succès la Corée du Sud, rien ne garantit que cela restera toujours le cas. Après tout, dans les affaires internationales, les choses peuvent changer du jour au lendemain. Je veux dire, si vous aviez interrogé les gens le 1er janvier, combien auraient parié que Donald Trump lancerait une toute nouvelle guerre au Moyen-Orient avant la fin février ? De plus, personne ne peut savoir avec certitude si la Corée du Nord devrait nécessairement être en position de force pour qu'une invasion soit lancée en premier lieu. Au final, tout pourrait dépendre de l'esprit d'un fou. Espérons simplement que Kim a tiré une leçon des erreurs de son allié stratégique, Vladimir Poutine, et que parfois il ne vaut tout simplement pas la peine de tenter sa chance. Bien que Pyongyang ait l'habitude de recourir à l'alarmisme comme instrument de dissuasion, élaborer une politique étrangère en partant du principe que la Corée du Nord aboie mais ne mord pas serait d'une naïveté dangereuse. Heureusement, rien ne montre qu'une telle complaisance existe chez les décideurs politiques. Si un autre conflit éclate et qu'aucune des deux parties en est prête à revenir au statu quo, cela pourrait être tout ou rien. Sur ce, merci de nous avoir regardés.